Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Bonjour Clémentine. Bonjour Katarzyna. Alors, je regarde, hop, on a encore quelques personnes qui se connectent. Mais en fait, on va très rapidement commencer parce qu'on a un programme très riche aujourd'hui avec notre sujet du jour sur la valeur d'usage et l'insertion professionnelle. Donc, ce que je te propose, Clémentine, voilà, c'est d'attaquer, de te présenter, de nous dire qui tu es, ton parcours et de nous présenter aussi Datalumni. Et puis après, on va enchaîner avec le vif du sujet et quand on pourra l'illustration, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Clémentine Paulet. Je suis directrice de la relation école à Datalumni. Donc, Datalumni, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est une start-up annécienne qui accompagne les établissements de l'enseignement supérieur à créer et animer leur réseau d'anciens. Donc, pourquoi faire Pourquoi on peine et on essaye de garder le lien avec les alumni, donc alumni qui veut dire anciens étudiants pour qu'on soit clair sur le vocabulaire dès le début. Et ben alors il y a plein d'intérêts stratégiques. Hein. Nous on va travailler autant avec les responsables communication des écoles. Là pour le coup ce sera plutôt de redorer le blason, d'avoir un argument marketing qui est le réseau pour attirer les candidats. On va travailler aussi avec les relations entreprises. Pour le coup, en ce moment, on est en plein dedans. Qui dit alumni dit entreprise, dit forcément plus de contrats, de stages, d'alternance, de premier emploi pour les étudiants et du coup améliorer l'insertion professionnelle, qui est hyper important d'un point de vue qualité, de pouvoir le prouver. Et on va aussi travailler avec, en parlant de qualité, avec les certificateurs, les directeurs d'école, pour tout simplement avoir de la data et des preuves tangibles sur que deviennent les diplômés sur l'après-formation, donc l'insertion professionnelle. Voilà pour ma présentation. On travaille avec une centaine d'écoles aujourd'hui. Oui, et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ce n'est que le début. Mais voilà, là, on est sur un sujet, effectivement, valeur d'usage, insertion professionnelle, ce suivi des alumni. Alors moi, je dis alumni, mais alumni. Bon, voilà, c'est du latin. Enfin, il faudrait dire alumni. C'est vraiment un point crucial de l'activité du certificateur. Et merci beaucoup, Clémentine, d'être là parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ô combien important pour non seulement dans le cadre de la demande d'enregistrement, mais aussi et surtout pour son renouvellement. Voilà, donc gros programme aujourd'hui. Donc quand on va parler de valeur d'usage et d'insertion pro, eh bien on va commencer par planter un petit peu le décor pour dire concrètement de quoi est-ce qu'on parle. Puis, on va poursuivre avec la question de savoir pourquoi il faut réaliser ce suivi des titulaires et regarder de près les bénéfices de la certification. Et c'est là où je te laisserai pleinement la parole, Clémentine, pour nous expliquer comment assurer le suivi de manière efficace et la recette finalement clé du succès que vous avez mis au point et qui est ô combien précieuse pour y parvenir. Voilà, donc comme en mon habitude, je fais toujours un petit rappel sur les différences entre RS et RNCP. Et c'est assez déterminant aussi justement pour le suivi de l'impact de la certification par la suite. Donc ce qu'on appelle RNCP, donc Répertoire national des certifications professionnelles, c'est un répertoire qui concerne les métiers ou des groupes de métiers homogènes. Donc on va y trouver ce qu'on appelle communément des diplômes, des titres de ministère, d'organismes publics ou privés, les deux. Et on peut avoir aussi des CQP. Donc là, en fait, qui dit RNCP dit métier. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, le RNCP va enregistrer des titres des métiers. Le RS, quant à lui, donc RSCH, répertoire spécifique des certifications et des habilitations. Bon, on l'appelle communément par son petit raccourci, par son petit surnom, le RS tout court. Il va rassembler, lui, 3 types de certifications. Donc, tout ce qui est habilitation et tout ce qui va relever de normes de marché, les compétences complémentaires à un métier et les compétences transversales. C'est-à-dire que là, on va prendre, pour ce qui est des compétences complémentaires, un métier et on va avoir une certification, on va avoir des compétences qui vont être complémentaires à un métier. Et ça peut être aussi des compétences complémentaires à plusieurs métiers, auquel cas on parlera de compétences transversales. C'est le cas notamment sur, par exemple, les langues étrangères que l'on peut utiliser, déployer dans tout type de métier. Donc voilà, là c'est juste pour le petit rappel
Et pour situer, alors n'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le chat, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous interpellent ou peut-être sur lesquelles on va trop vite ou peut-être qu'ils sont trop techniques, surtout n'hésitez pas à nous poser les questions. On va essayer de les traiter au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir via le chat. Donc voilà, venons-en maintenant à la question. Concrètement, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de valeur d'usage et d'insertion professionnelle? Eh bien, c'est tout ce qui va prouver que le dispositif d'évaluation des compétences de votre référentiel a été mis en œuvre, donc, de manière concrète, qu'il vit, et surtout le suivi de l'impact des compétences acquises. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire ces notions? Si on parle de valeur d'usage, je vais essayer de distinguer un petit peu valeur d'usage et insertion pro. Valeur d'usage, là, on va parler des éléments de preuve de l'utilisation des compétences qui ont été acquises par le titulaire. Donc, il a suivi, avant d'être titulaire, il a potentiellement été apprenant, même si ce n'est pas systématique, mais on va dire que c'est très souvent le cas, il a été apprenant. Il a acquis des compétences. Ces compétences, ensuite, le but, c'est qu'elles soient déployées dans son quotidien professionnel et elles vont lui apporter quelque chose. Et bien, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est d'une part, comment il utilise ses compétences dans son quotidien professionnel, potentiellement à quelle fréquence et quand je dis comment, c'est dans un référentiel, on a toute une liste de compétences et peut-être qu'il y a certaines compétences qui vont être plus utilisées les unes par rapport aux autres. Et ensuite, quel bénéfice ça lui apporte. Et quand je dis quel bénéfice, donc ORS, ça peut être des bénéfices. Je vais sortir des exemples comme ça, mais c'est vraiment pour l'illustration. Est-ce que grâce à ces compétences, j'ai gagné plus de clients? Est-ce que grâce à ces compétences, ma communication a été plus pertinente et donc ça s'est mesuré par exemple par un chiffre d'affaires plus important? Est-ce que ces compétences m'ont permis de décrocher un emploi? Enfin voilà, donc on parle vraiment de choses très concrètes. C'est pas juste des suppositions, c'est pas j'y vais au doigt mouillé puis oui, ça doit apporter ça. Non, c'est vraiment concret. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand on parle en tout cas, moi, quand je parle de valeur d'usage, j'ai plutôt tendance à rapprocher ça du RS. Mais en fait, c'est tout à fait aussi utile pour du RNCP. Maintenant, la question aussi à se poser. Oui, vas-y, pardon, Clémentine. Effectivement, non, mais c'est sûr que nous, on travaille aussi et surtout sur du RNCP. Et en ce moment, nos clients, vu que c'est la saison des job dating notamment, accueillent beaucoup d'entreprises partenaires au sein des locaux. C'est le moment aussi pour renouer le lien avec ces entreprises. Et parmi ces entreprises, il y a aussi des diplômés. Et c'est le bon moment pour leur demander effectivement des lettres de témoignage aux diplômés. Quand ils reviennent dans les locaux pour recruter à leur tour leurs stagiaires, leurs alternants. Et puis aussi aux entreprises pour leur demander une lettre effectivement de recommandation, enfin de preuve, pardon, de l'insertion professionnelle et de la qualité des diplômes et des compétences. Ça, c'est une évidence. Et bien souvent, les relations entreprises vont toquer à la porte de la communication, puisque à la communication, ils ont une liste d'ambassadeurs, de jeunes diplômés. Parce qu'ils font tout ce travail de community management et du coup, ils peuvent aussi donner 4-5 ambassadeurs jeunes diplômés qu'on peut sonder plus facilement et avoir des grandes lettres de témoignages plus percutantes qu'un simple sondage. Très intéressant. Ouais, c'est voilà. Donc déjà, on a une première petite astuce là au passage. Super, c'est parfait et très très bon à prendre. Voilà, donc cette valeur d'usage d'une certification, c'est vraiment, je vais insister lourdement là-dessus, mais c'est ce qui va permettre de prouver qu'elle a une vraie utilité sur le marché du travail et qu'elle apporte quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'une certification qui a une forte valeur d'usage, elle va pouvoir répondre à ce fil rouge qui est important dans une demande d'enregistrement et surtout une demande aussi de renouvellement d'une certification, quel que soit le répertoire, d'une réponse à un besoin réel sur le marché du travail.
donc, en ça, c'est important. Et donc, là, enfin, en tout cas par rapport au RS, certains clients qu'on commence à accompagner sont un petit peu surpris quand je leur dis, voilà, on va faire un suivi très minutieux de vos titulaires et puis on va faire apparaître les noms, prénoms des personnes qui ont suivi, enfin, qui ont suivi la formation, c'est une chose, mais qui ont passé la certification. Et ces personnes, elles vont témoigner. Elles vont témoigner, bon, à travers des lettres de témoignage, c'est une chose, mais aussi on va recenser des éléments dans un tableau, donc le nom, prénom des personnes, les bénéfices acquis grâce à la certification, les bénéfices dans leur activité quotidienne. Et donc là, les gens sont assez surpris parce qu'ils me disent, mais c'est du RS, on ne nous le demande pas de le faire. Et oui, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc cette valeur d'usage, vous voyez, elle peut être transcrite comme ça. Je vais en profiter avant de passer à la suite pour vous demander, chers auditeurs, et de vous poser une petite question. En fait, on va vous mettre une petite question dans le sondage. Si vous-même vous êtes certificateur, ou est-ce que vous projetez de le devenir? Et suite à quoi, on vous posera ensuite une deuxième question. Encore une fois, nous, ça nous permet d'orienter potentiellement le contenu de ce que l'on vous apporte et peut-être aussi de rebondir sur des questions. Voilà pour cette valeur d'usage. Bon, ce n'est que le début. Par analogie, on a donc ce que on peut dire être la valeur d'usage au RS. Eh bien, on a l'insertion professionnelle pour le RNCP. En fait, valeur d'usage et insertion pro, au final, on peut l'utiliser dans les deux répertoires. C'est juste que c'est marqué de manière plus forte pour l'un ou pour l'autre, mais grosso modo, on parle de la même chose. Quand on parle d'insertion professionnelle du côté du RNCP, on parle surtout de suivi de cohorte. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que ce terme-là, suivi de cohorte, suivi de promotion? Bon, souvent, il y a un petit peu un flou. On parle du suivi de l'ensemble des candidats sur une année civile. Donc, vous pouvez avoir plusieurs sessions d'examen dans une même année. C'est la somme de ces sessions d'examen qui vont former la promotion, ce qu'on va appeler la cohorte. Et donc, quand on présente un dossier au RNCP pour la première fois, il faut qu'on ait à minima deux promotions, l'analyse de 2 promotions. Encore une fois, pour montrer qu'il y a une valeur d'usage, qu'il y a eu quelque chose de concret, qu'il y a des personnes qui ont passé les examens et surtout, voilà, on va révéler ce que ces personnes sont devenues à partir de ce suivi. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, qui peut le plus, peut le moins. Si on le fait pour le RNCP, même si ça n'est pas exigé pour du RS, c'est là où en fait il faut le faire. Il faut vraiment être assidu sur ce travail parce que qu'est-ce qui va se passer par la suite, notamment au moment du renouvellement de la certification, il va falloir montrer un petit peu comment vous avez opéré votre travail de certificateur, comment vous avez fait le suivi et ce qu'il en résulte. Qu'est devenue la certification? Est-ce que son impact, il est toujours aussi fort sur le marché du travail? Est-ce qu'il faut faire évoluer les compétences qu'il y a à l'intérieur? Voilà, donc le signal, il est très, très fort. Toi, tu disais, Pauline, que... Pauline. J'ai fait un mix, excuse-moi, Clémentine, Pauline. Voilà, je t'ai transformée en Pauline. Clémentine. On m'appelle souvent Clémence aussi. Non, c'est Clémentine. Formidable, je t'ai rebaptisée. Tu disais, je crois tout à l'heure que vous travaillez plus peut-être sur du RNCP. Alors peut-être aussi c'est parce que les certificateurs RS n'ont peut-être pas forcément le réflexe ou enfin je sais pas. Est-ce que tu sais à quoi c'est dû? Honnêtement, je pense qu'effectivement, ils sont pas encore sensibilisés à l'importance qui peut le plus, peut le moins, comme tu disais, d'aller sonder et de rapporter des preuves tangibles. Souvent, quand on toque à la porte de Datalumni pour qu'on réalise leur propre enquête d'insertion professionnelle, avant qu'on reprenne le dossier, il n'y avait pas de sondage qui avait été fait, quoi. Zéro enquête. On se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que ce soit passé jusqu'à maintenant? On a aussi notre partie de nos clients qui arrivaient à avoir 50%, 55% grand maximum de retour de leur enquête d'insertion professionnelle. Mais il faut que maintenant, de plus en plus, qu'il y ait 70 à 80% de retour demandés par France Compétences. Donc, je pense, pour répondre à ta question, c'est pas le temps. Parce que très honnêtement, vous avez autre chose à faire. C'est pas votre cœur de métier de faire des sondages, hein. Donc on le comprend bien, c'est très fastidieux et pas sensibilisé non plus.
Bon, ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'autant plus que donc parmi les personnes qui ont répondu à notre petit sondage, on voit qu'il y en a une grosse majorité qui sont certificateurs. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et voilà, on avait posé aussi une autre question. Merci Clara, qui pose, qui sur l'aspect technique relie le petit sondage. Utilisez-vous, alors en fait c'était utilisez-vous, est-ce que vous projetez aussi d'utiliser une solution digitale dédiée au suivi de vos titulaires? Donc là, on a une grande majorité de très bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Ça, c'est une très, très bonne chose. Si vous ne le faites pas déjà, vous allez projeter de le faire, d'utiliser une solution pour le suivi de vos titulaires. Dites-vous bien que... Alors, je suis désolée pour ce que je vais dire, mais quand on fait une demande d'enregistrement et qu'on l'obtient et qu'elle est enregistrée, c'est en général, c'est les fusions de joie, on est super content, on se félicite, c'est formidable. Mais en fait, la vraie vie de certificateur, le vrai projet, c'est là qu'il commence. Et c'est à partir de là que le vrai travail commence pour l'entretenir et la faire vivre, cette certification. Donc, ce travail de suivi du titulaire, il est indispensable. Et il y a une question pour toi aussi, Kat. Lors d'une première demande d'enregistrement d'une certification au RNCP, métier émergent, quel courrier de soutien pourrait être pertinent? Est-ce que tu as une idée? Alors, déjà, il faut bien discerner courrier de soutien et lettre de témoignage. Valentina, oui, c'est Valentina qui a posé la question. N'hésitez pas à reformuler si y a besoin de repréciser le. Alors voilà, vu que c'est du métier émergent, effectivement, ce sera pas peut-être moins du témoignage, c'est moins probable, mais en tout cas, courrier de soutien. Un courrier de soutien n'émane pas d'un titulaire. Un courrier de soutien émane d'un institutionnel. Alors, un institutionnel, concrètement, de quoi est-ce qu'on parle? Ça pourrait être un représentant d'un syndicat, d'une fédération, du marché de l'emploi, un acteur tel que France Travail. Enfin, là, ce sont juste des exemples que je donne, mais l'idée, c'est que la personne qui va exprimer son soutien à la certification soit en mesure d'observer les besoins et les attentes du marché du travail et qu'elle puisse se positionner en interprétant ce besoin et en la mettant en corrélation avec le référentiel. Voire même, pourquoi pas, ça pourrait être aussi quelqu'un qui a été sollicité pour participer à l'élaboration du référentiel, justement parce qu'elle a une légitimité à observer ce qui se passe sur le marché du travail. Donc, vous voyez un petit peu les pièces du puzzle qui s'assemblent. Et donc, on va avoir un courrier dans lequel on va dire, voilà, on a tel besoin sur le marché, pourquoi pas aussi on a telle lacune, on n'arrive pas à y répondre, et cette certification, à travers telle compétence, ça fait que voilà, on a une vraie solution qui se profile. Hein, je donne un exemple, mais l'idée, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à la repréciser s'il y a besoin de compléments. On va poursuivre avec notre sujet du jour, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Voilà, donc là, vous avez... Alors, je suis désolée, c'est tout petit, mais en principe, c'est quelque chose soit que vous connaissez déjà, soit que vous pouvez retrouver très facilement. Ce sont les tableaux à compléter, mis à disposition par France Compétences et qui permettent d'opérer le suivi des cohortes. Et on voit dans alors bon, peut-être que vous ne le voyez pas parce que c'est tout petit, mais on a plein d'informations très détaillées à recueillir et à renseigner, et on ne peut pas se permettre d'avoir des cases vides. On ne peut pas prendre ce tableau à la légère. Enfin voilà, je pense que là... bon, je te vois sourire, Clémentine, mais voilà, il y a ce truc, souvent, quand on ouvre pour la première fois les tableaux et qu'on va procéder à cette analyse, il y a des lignes vides ou il y a des trous, oui, mais en fait, sans ça, on ne peut pas avoir une analyse fiable et claire, et puis en plus, potentiellement, ça peut envoyer un mauvais signal. Donc, il faut faire très, très attention, à être très vigilant, à bien scrupuleusement remplir chaque ligne de ces tableaux. Et donc, vous voyez, il va falloir renseigner la date de décision d'attribution de la certification, l'année d'obtention, le cas d'échéance, il y a des options pour du RNCT, si on a des blocs optionnels. Le nom, prénom du titulaire, ce que cette personne est devenue après, où est-ce qu'elle exerce, et aussi la rémunération perçue. C'est la combinaison... Bon, je n'ai pas cité toutes les cases du tableau, parce que bon, c'est pas l'idée, parce qu'on va y passer 2 heures sinon, mais
C'est la combinaison de toutes ces informations qui vont permettre d'avoir une analyse fiable de la pertinence de la certification et son utilité sur le marché du travail. Alors, quand on a 3 titulaires à l'année, passe encore, c'est relativement simple. Mais bon, quand on a 3 titulaires à l'année, on peut se poser la question de la pertinence du renouvellement de la certification. Et quand on commence à avoir un certain nombre de titulaires, et ça c'est génial parce que ça veut dire que la certif elle a du sens, qu'il y a de la demande, mais après il faut les suivre. Voilà. Et donc là, c'est une autre paire de manches, surtout quand on s'y prend un peu à la dernière minute. Donc voilà, c'est un travail de fond à mener. Effectivement, pour revenir sur ce tableau qui est notre outil de travail au quotidien à Datalumni. Du coup, il y a, comme on peut voir, il y a plusieurs couleurs. Si on peut revenir sur la slide juste avant. Voilà. Donc en fait, en fin de compte, la première partie du tableau, information générale, normalement, vous êtes censé les avoir dès l'inscription du candidat. Donc pas besoin d'embêter vos diplômés. En fin de compte, je le dis parce que c'est hyper important. On a de tous les cas à Datalumni. Quand on va aller sonder les diplômés, à 6 mois après l'obtention du titre, du diplôme, des écoles reposent des questions qu'elles sont censées avoir. Donc la partie blanche, c'est les informations nom, prénom, date de naissance, c'est important aussi, même si c'est pas forcément écrit. En gris, clair, c'est tout ce qu'ils ont fait avant de venir chez vous. Donc ça, si vous pouvez leur demander, en fin de compte, quand ils arrivent chez vous, quand ils sont apprenants, pour éviter de les embêter une fois qu'ils sont diplômés avec que faisiez-vous avant, donc il faut qu'ils remontent dans leur tête avant, que faites-vous maintenant, que faisiez-vous 6 mois après l'obtention et que faites-vous 12 mois après, puis des fois 24 mois après. Donc en fait, on se retrouve avec des questionnaires à 40 questions qui sont irréalisables. Du coup, si vous pouvez préparer ces enquêtes avec la partie blanche sur le tableau et grise, tout ça, vous êtes censé normalement l'avoir avant qu'ils arrivent chez vous. En tout cas, c'est bien de mener l'enquête avant. Et on a d'autres tips pour préparer ces enquêtes. Donc là, en fin de compte, vous allez monter un Excel avec ces colonnes, donc facilement trouvable, cet Excel téléchargeable sur France Compétences. Et en fait, quand vous avez plus de 1000 personnes ou 2000, même ne serait-ce 400 à sonder, il y a une grosse perte de temps après sur le clean et l'harmonisation des données. C'est-à-dire, en fin de compte, s'il y a quelqu'un qui a écrit son salaire en toutes lettres ou avec une virgule et en fait, vous n'arrivez pas à faire de stats, ça peut paraître bête, mais la première chose à faire avant de mener son enquête, c'est de mettre des validations des données sur Excel, c'est-à-dire se mettre d'accord sur quelle tranche salariale vous voulez mettre en place. Comme ça, tout le monde répond dans les mêmes cases, en fin de compte, et c'est plus facile à analyser. En parlant de salaire aussi, souvent, les certificateurs se font avoir, et dans le mauvais sens du terme, parce que en fonction de qui vous allez former, du public, ils ne connaissent pas forcément leur brut annuel. Alors, pour des titulaires d'un master, ok, souvent ils négocient leur salaire en brut annuel, mais en fin de compte, il y en a aussi beaucoup, ça dépend vraiment encore une fois de votre public, qui connaissent que leur net mensuel. Et là, du coup, il peut y avoir une grosse confusion et des données faussées et pas en votre faveur. Donc, ce qu'on aime bien faire en fonction du public, c'est dans votre questionnaire, dans votre sondage, mettre une équivalence entre parenthèses. Ça représente temps net mensuel pour être sûr de coller à la réalité des emplois pourvus à 6 mois, 12 mois, 24 mois. Donc ça, c'est hyper important le salaire parce que sinon, ça peut tout vous fausser entre le brut et le net. Donc voilà, je le précise bien. Voilà une excellente astuce. Non, mais c'est vrai parce qu'en plus, c'est dommage de se couper de la réalité juste sur une erreur d'interprétation brut-net. Voilà. Et aussi, deuxième astuce, c'est que quand on leur demande leur situation à 6 mois, on va leur demander est-ce que vous êtes en poursuite d'études, donc en formation? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi? Est-ce que vous êtes inactif ou est-ce que vous êtes en emploi? Donc, on aimerait qu'il y ait beaucoup d'emplois, souvent. Et du coup, en emploi, il faut préciser, entre parenthèses, que congé mat et PAT, c'est en emploi, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de publics de jeunes femmes qui vont avoir un enfant, souvent. Ça dépend quel est votre diplôme, mais c'est dans ces âges-là, souvent. Donc, il faut préciser que cette catégorie, c'est en emploi. Sinon, pareil, vous allez vous couper de l'insertion professionnelle. Freelance, intermittent du spectacle, en fait, ça va dépendre encore une fois de votre cible, mais on rentre plein de monde en emploi. Arrêt maladie, aussi, c'est en emploi. Et sauf que quand on sonde, les sondés, ils sont pas au courant qu'ils peuvent se ranger dans cette catégorie. Ils vont se mettre en inactif sur congé mat. Et c'est dommage aussi. Donc, ça vaut le coup de préciser
beaucoup de choses entre parenthèses dans ce sondage pour améliorer aussi vos statistiques, enfin, sans dire de les améliorer, tout simplement qu'elles collent à la réalité, en fin de compte. Voilà. Et surtout de ne pas passer à côté d'infos qui vont dans votre sens. Parce que, alors, ça me fait rebondir sur ce que disait Mélanie, voire 100% pour les toutes petites promos. C'est vrai que quand on est sur un métier de niche, par exemple, on va avoir des promos, mais des petites promos. Mais si dans les promos, déjà, soit il y a des personnes qu'on n'arrive pas à contacter ou que lorsqu'elles répondent, comme tu disais, Clémentine, qui sortent de l'insertion simplement parce qu'elles ont donné une réponse qui n'est pas le reflet d'une réalité qui joue en votre faveur, c'est super dommage et ça va plomber les stats. Donc ça, faut vraiment être vigilant là-dessus. Et Marie, j'espère qu'on a répondu à votre question. Donc pour l'histoire des fourchettes de rémunération, oui, on peut donner. Alors oui, on peut donner des fourchettes, mais alors je relativise un petit peu ce que je dis, pas des grosses fourchettes. Voilà, il faut que ce soit des fourchettes très très parlantes pour qu'on puisse bien classer les personnes et que tout le monde ne soit pas finalement dans la même fourchette. Oui, effectivement, parce que ce qui se fait dans les grands groupes qu'on accompagne, donc je pense qu'ils ont assez de recul en tout cas sur ça, sur les fourchettes, ils vont de 5K en 5K, voire de 3K en 3K annuels. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et au-delà d'un certain montant, 70K est supérieur, quoi. Enfin, on va pas aller jusqu'à 100K comme ça, mais voilà. De 5K en 5K, c'est déjà bien. Et plus c'est petit, mieux c'est. Hein. Comme disait Katarzyna, ça c'est sûr. C'est juste d'un point de vue... faut se mettre aussi à la place de la personne qui répond ce questionnaire. Quoi. Si elle a 50 choix en face d'elle et 50 questions, c'est compliqué. Ok. On a Stéphanie qui nous pose une question. Nous avons aussi des créateurs d'entreprises, donc rémunérés par Pôle emploi, ou ne pouvant pas se verser de salaire la première année. Avez-vous une astuce ? C'est compliqué. En fin de compte, moi, j'aime bien mettre une petite case commentaire. Alors, ça nous expose aussi à beaucoup plus de travail d'un point de vue traitement de données, hein, on est d'accord, surtout quand on sont 2000 personnes. Mais c'est bien d'avoir cette petite annotation pour ces cas spécifiques. Création d'entreprise, oui, soit en emploi, ils vont même pas oser renseigner leur salaire, ils vont mettre non concerné. Donc c'est bien d'avoir ces petites cases commentaires comme ça. Voilà, si vous êtes contrôlé, on peut facilement prouver que le salaire n'est pas rempli. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas supprimer de colonnes dans ce tableau, pour que les choses soient claires. Par contre, vous pouvez éventuellement en rajouter. On en a ajouté. Et ce qui est très, très important, c'est la manière dont vous allez faire parler ce tableau. Parce qu'en soi, des données, pour donner des données, oui, voilà, on les a sous les yeux. Mais voilà, après, c'est aussi la manière dont vous allez amener les choses et les expliquer. Parce que, alors, moi, je ne vais pas donner d'exemple concret, mais selon le métier visé, parfois, il va se passer un laps de temps pendant lequel il faut se faire un petit peu d'expérience sur le terrain ou avoir créé son entreprise. Enfin, voilà, le temps que les choses se mettent en place, justifier aussi que, dans un premier temps, il ne peut pas, par exemple, ne pas y avoir la rémunération escomptée tout de suite. Enfin, en tout cas, pas à 6 mois. Donc, voilà, tout s'explique, mais à condition de le faire, tout simplement. Allez, hop, on va poursuivre un petit peu. Voilà. Alors, pourquoi ce suivi minutieux est-il si important ? Bon, je pense que là, c'est plutôt clair. Tout ça va constituer des éléments de preuve. Hein. Et puis, vous le savez, auprès de France Compétences, il faut apporter des éléments de preuve. Sans preuve, voilà, ça n'a pas vraiment de sens, hein, finalement, la constitution du dossier. Donc, ça va permettre de témoigner de la portée, de l'impact du projet. Alors, quand je dis projet, c'est que ce soit au stade de la demande d'enregistrement ou au niveau du renouvellement. Hein. C'est pareil, hein, on parle de projet. Ça va permettre aussi de démontrer la continuité de la pertinence de la certification en termes de cible, en termes de métier visé, en termes de périmètre de référentiel aussi, parce que c'est là aussi où potentiellement on peut se rendre compte qu'il y a des évolutions sur le marché. Tiens, ma cible, elle a bougé, c'est plus les mêmes personnes qui sont intéressées par l'assertif. Peut-être qu'il va falloir que je réinjecte de nouvelles compétences ou en tout cas que je les modifie. Enfin voilà, donc forcément, ça va donner de précieux indices sur ce sujet-là. Et surtout, ça va permettre de respecter les critères de France Compétences, puisque dans le cadre du RNCP, ce suivi des titulaires, ça va répondre pleinement aux 2 premiers critères sur 9 du RNCP. L'ordre des critères tels qu'ils ont été énoncés a une importance. Les 2 premiers sont donc
finalement, les deux plus importants, enfin, ils le sont tous, mais je veux dire, voilà, ceux-là pèsent particulièrement dans le dossier. Donc, l'adéquation des emplois occupés par rapport aux métiers visés par le projet de certification professionnelle et l'impact du projet de certification pro en matière d'accès ou de retour à l'emploi. Donc, on voit que là, vraiment, on est au cœur du sujet. Et d'ailleurs, quand on est sur un projet initial vraiment de création d'une certification, c'est certainement finalement le tout premier travail que l'on fait, nos consultants, c'est de demander aux clients, complétez, si ce n'est pas déjà fait, ce tableau de suivi de l'insertion pro sur vos 2 premières promos. Et puis, voilà, on va mettre le nez dedans pour voir qu'est-ce qui se passe, comment dire, que sont devenues ces personnes, où est-ce qu'elles travaillent, la rémunération, est-ce qu'elle est bien dans la cible qu'on avait énoncé au départ, est-ce qu'il y a des fiches de poste, est-ce que toutes les données se croisent, enfin, vraiment, c'est le premier, enfin, tout part de là. Donc, hyper important. Et côté RS, eh bien, ça va surtout répondre au premier critère, à savoir l'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail. Ben là, encore une fois, alors, même si, comme je vous disais, on n'est pas obligé de compléter un tableau type RNCP pour un projet RS, n'empêche que on va un petit peu s'en approcher quand même parce que c'est ça qui va nous permettre de faire remonter ces informations en termes d'adéquation entre compétences visées et besoins du marché du travail. Je check parce que je ne sais pas si on n'a pas d'autres petites questions qui sont arrivées. Oui. Alors, le SI France Compétences refuse toute colonne supplémentaire. On s'est fait avoir récemment. Il y a ce que vous transmettez au système informatique de France Compétences, et puis après, il y a aussi ce que vous pouvez mettre dans le dossier avec vos interprétations. Et donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez intégrer vos colonnes avec vos commentaires. Mais oui, effectivement, voilà. Puis je rebondis aussi sur un truc. Rajouter des colonnes, c'est une chose, mais vous pouvez aussi faire... alors là, il faut avoir un peu des compétences en tableau croisé dynamique. Moi, je suis pas... Enfin, voilà, je me fais aider sur ce volet-là. Bon, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des repères, d'autres un petit peu moins. Mais aussi pour sortir des stats et des graphes et des camemberts, si vous voulez, pour faire parler les données de manière automatique. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Là, ce tableau agrémenté, on va le transmettre finalement comme une pièce complémentaire au dossier. Alors, pour notre part, il nous arrive d'ajouter des colonnes via l'enquête, d'analyser les données, commentaires, voilà, de ces colonnes supplémentaires, puis de les retirer pour France Compétences. Ok, voilà, très bien. Et je suis d'accord avec toi, Clémentine. Voilà, du coup, c'est parfait. En fait, vous avez déjà répondu à la question toutes les deux, vous avez traité. Bon. Ok, je continue. Hop. Alors, passons à la question suivante. Pourquoi réaliser le suivi des titulaires et des bénéfices de la certification? Bon, là encore, on a quand même déjà pas mal répondu à cette question. Mais voilà, si on va un petit peu plus dans le détail, le suivi de l'insertion pro permet de mesurer l'impact des certifications sur le taux d'emploi et la progression professionnelle des titulaires. Alors, progression professionnelle des titulaires, ça, c'est ce qui est révélé notamment par les enquêtes dans le sens où elles reviennent à plusieurs reprises. Vous avez vu, on fait une enquête à 6 mois, et puis on fait une enquête... Alors, le tableau, si je ne dis pas de bêtises, est ainsi formalisé 6 mois, 24 mois. Mais en fait, on peut faire 6, on peut faire 12, on peut faire 24, et puis après, on peut continuer. Bon, après, peut-être au-delà de 5 ans, c'est plus trop de sens que de continuer, surtout que les gens peuvent changer d'emploi, se reconvertir. Enfin, voilà, la vie professionnelle est aussi faite de rebondissements. Mais n'empêche que ce suivi, c'est pas juste une seule fois. Il faut le faire à plusieurs reprises. Et donc, c'est là où on va voir une progression professionnelle, soit, par exemple, ne serait-ce qu'en termes de rémunération, soit aussi en termes d'évolution de carrière professionnelle. Et donc là, c'est là où ça devient hyper intéressant d'analyser les données. Le taux d'emploi, eh bien, tout simplement, l'insertion pure et dure. Si j'ai une certification qui vise un métier de responsable de salle dans l'hôtellerie, restauration, et que je me rends compte que la plupart de mes titulaires, en fin de compte, sont
concierge, enfin plus sur un aspect gestion de clientèle, accueil, on va se poser la question, quel est le signal envoyé? Enfin, est-ce que la certification elle était bien en adéquation? Est-ce que peut-être les compétences étaient bien en adéquation? Il y a peut-être un truc qui colle pas quelque part. Et pire encore, s'il n'y a pas d'insertion du tout, ou en tout cas très faible, là encore une fois, on peut se poser tout simplement la question de l'intérêt de la certification. Donc, vous voyez, ce suivi, il est vraiment indispensable. Voilà, donc on va se baser sur des indicateurs clés du suivi de l'insertion pour inclure donc le taux d'emploi, 6 mois, 12 mois, et puis à 24, et ainsi de suite. Donc suivant l'obtention de la certification, niveau de salaire, type de poste occupé, etc. Et tout ça peut être mis en place par le biais... Alors, il y a plein de façons de faire, mais voilà, ça va un peu se recouper autour de questionnaires, d'entretien et puis d'exploitation de ces informations pour constituer des bases de données emploi. Et lorsque l'on constitue son dossier de demande d'enregistrement ou de demande de renouvellement, il va falloir démontrer ce suivi de l'insertion pro. Alors pour du RNCP, pas le choix. C'est-à-dire que en dehors du cas des métiers émergents, qui est un cas de figure un petit peu à part, pour tous les autres métiers, il va falloir démontrer qu'on a déjà à minima 2 promos, 2 titulaires. Donc ça veut dire que pardon, je suis un petit peu lourde, mais lorsque on fait cette demande d'enregistrement, on ne peut pas faire de demande d'enregistrement sans avoir 2 promos, 2 titulaires, donc 2 personnes à qui on a fait passer la certification, grandeur nature, voilà, avec un jury d'examen, des PV de jury, etc., etc. Ok. Et alors là, on se dit, plan B, RS, non, pas plan B, RS, parce que là encore, il va falloir démontrer à travers la valeur d'usage qu'on a bien évalué les compétences d'un ensemble de candidats. Donc là encore, il va falloir démontrer ce suivi, même si, on le dit, on le répète, c'est peut-être pas aussi poussé, en tout cas pas pour le moment, que pour du RNCP. Et donc là, on a un formidable outil, et c'est pour ça que tu es là, Clémentine, qui est Datalumni. Donc là, je vais te laisser nous expliquer concrètement comment ça marche, comment c'est configuré cette machine, et comment ça va nous permettre d'avoir un super suivi. Ça marche, merci. J'étais en train de répondre à une question. Oui, il y aura un replay. C'est bien ça, hein? Oui, non. Je dis oui, mais c'est pas du tout moi qui héberge le webinaire. Oui. Vous avez accès au replay, vous avez accès aussi au support. Alors, le support, il suffit de nous faire un petit mail si vous avez besoin qu'on vous l'envoie. Mais sinon, n'hésitez pas à accéder au replay, c'est sur la chaîne Webikeo. Vous pouvez aussi diffuser, voilà. Bon, voilà. Oui, effectivement, donc à Datalumni, donc on accompagne les certificateurs et les écoles à garder le lien avec leurs anciens pour avoir toutes ces données derrière. Donc on a plusieurs activités juste pour recontextualiser ce qu'on fait. Notre activité clé, c'est la vente d'une plateforme alumni qui regroupe tous les anciens étudiants et les étudiants. Et on a une activité annexe là qu'on va voir sur cette slide qui est tout simplement du call center, on enquête, on est des enquêteurs pour le compte des écoles. Donc ça c'est vraiment autre chose que la plateforme. Je vais vous expliquer la plateforme juste après. Donc, en fin de compte, des certificateurs nous appellent souvent en last minute, au feu, je viens de me faire retoquer. Il faut absolument que vous sondiez 1200 personnes pour demain. Donc, voilà ce qu'on fait. C'est une deuxième activité à Datalumni. Donc, je vais vous donner tous les tips pour faire vous-même ces sondages. Et si vous n'avez pas le temps, on est là, bien évidemment. Mais le but, c'est aussi que vous puissiez aussi faire ça vous-même, hein, si vous voulez, si vous n'avez pas forcément le budget pour déléguer et si vous avez le temps de le faire, c'est mieux. Donc, comment nous on procède? On a une méthode en entonnoir qui permet d'avoir 80% de réponses aux enquêtes d'insertion. Donc le fameux tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc la première phase, c'est l'emailing. Donc nous, on sonde une base déjà en commençant par 3 emails. Donc dans 3 emails, c'est quand on débute l'enquête. Mais il faut bien penser, et je vais revenir sur ça tout à l'heure, que c'est toujours bien d'envoyer un email avant de commencer une enquête pour sensibiliser le public.
parce que personne n'a vraiment envie de prendre 5 minutes pour remplir une enquête dans sa journée. Donc, sauf quand on leur explique que s'ils répondent à cette enquête, ça permet de valoriser leur diplôme sur le marché du travail. Parce qu'indirectement, c'est ça. Donc, on va les sensibiliser, on va leur dire, voilà, dans 2 semaines, vous allez recevoir une enquête, c'est hyper important pour votre diplôme, etc. À quoi ça sert, etc. Donc, les rassurer. Et une fois qu'on les a rassurés, on commence cette méthode en entonnoir avec 3 emailing, donc espacés d'une petite semaine à chaque fois. Et hyper important, c'est de choisir des jours et des créneaux horaires différents. Parce que si vous voulez démontrer que votre enquête elle est bien menée et que vous voulez toucher tous les publics, et ben il y a autant les actifs, mais aussi ceux qui sont en poursuite d'études que les inactifs, etc. Donc c'est bien une fois entre midi et 2, une fois le soir et une fois le week-end. Voilà. Surtout, on a eu le cas de titres en restauration. Bah, le soir, on évite, le midi aussi, du coup, enfin bon, voilà, ça va de soi après, hein. Mais voilà, avoir des créneaux bien différents. Donc, une fois qu'on a passé cette étape d'envoyer 3 emails avec le lien du questionnaire, dans ces emails, on a environ 25% de retour. Souvent, parfois, ça va être plus. En fait, plus la communauté est petite, plus le réseau est petit, plus on a un taux de réponse élevé. Mais au bas mot, 25%, c'est déjà bien, mais ça peut aller jusqu'à 35%, 40% par l'emailing. Déjà, ça, c'est fait et ça vous prend littéralement 1 heure. L'envoi de ces 3 emails. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, pour les grosses bases de données, je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés aujourd'hui, on programme un bot sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'on a un profil sur lequel est branché quelque chose d'automatisé, un bot. Et ce profil va envoyer le questionnaire par message privé aux personnes qui n'ont pas répondu à la phase 1. Parce qu'on n'a pas la bonne adresse mail. Parce que les écoles gardent les adresses mail étudiantes et qui va à nouveau sur son adresse mail étudiante lorsqu'il est parti. Donc LinkedIn, ça sert à ça, c'est de repêcher tous ceux qui ne répondent pas par email pour plein de raisons. Donc là, on va réussir à gratter 10% supplémentaires de réponses par LinkedIn. Donc, tout simplement en envoyant un message privé et le lien du questionnaire. Et ensuite, une fois qu'on a bien écrémé notre base de données, on arrive sur les appels téléphoniques. Ça, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est pour ça qu'on met les 2 premières étapes avant, pour qu'il nous en reste pas beaucoup, des appels. Et du coup, comment on procède? Là, on appelle à des horaires différents. On a constaté quand même qu'entre 17h et 19h, c'est là où vraiment ça cartonne. Beaucoup de réponses, mais il faut quand même faire l'effort d'essayer d'appeler à des créneaux différents. Et du coup, donc, quand ça répond pas, hyper important, on laisse un message vocal pour se différencier de la prospection Bouygues, SFR, etc. Dire tout simplement qu'on est leur ancienne école, qu'on aimerait bien savoir ce qu'ils sont devenus, si ça se passe bien. Donc forcément, c'est bien reçu et ils nous rappellent. Donc on laisse un message vocal et on couple ce message vocal avec un SMS. En fait, dans le message vocal, on va dire, écoutez, vous n'êtes pas disponible. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le lien de l'enquête par SMS, comme ça, à tête reposée, vous pouvez répondre. Donc quand quelqu'un répond pas, il a un message vocal et un SMS, et là, souvent, il répond par SMS. Donc, vous n'avez pas besoin de le rappeler. C'est aussi un gain de temps. Donc, on fait 3 passes d'appel. C'est-à-dire, quelqu'un qui répond pas, on essaie de l'appeler 3 fois. Après, on va arrêter parce qu'il a déjà reçu 3 emails, un message LinkedIn, 3 appels. Donc là, on arrête. Mais déjà, au bout de 3 passes, on arrive à un total de bien 75% de retour des enquêtes. Donc là, déjà, vous êtes bien pour France Compétences. Et on va aller chercher 85, voire 90% par du scrapping LinkedIn. C'est-à-dire que vous allez tout simplement, de façon bête et méchante, prendre les données des profils LinkedIn et les insérer manuellement dans votre tableau. Alors, avec une limite, et on mentionne bien, en fait, dans le tableau, quand on rend au client que cette personne, c'est du scrapping LinkedIn, qu'il y a un risque que les données soient pas forcément mises à jour par la personne. Mais bon, ça montre que vous avez fait l'effort aussi d'aller chercher un maximum de réponses. Il faut que le scrapping, il soit pas plus de 10%, qu'il représente pas plus de 10% de toutes vos enquêtes. Donc voilà pour la méthode en entonnoir. J'ai mis des petits éclairs sur les 2 premières étapes parce que ça va très vite et on arrive à 35% minimum, souvent 40% après ces 2 premières étapes, comme ça, quoi, sans avoir pris beaucoup de temps. Ce qui est hyper important, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de bien avoir les adresses email avant qu'ils partent de chez vous. Surtout si vous mettez en place des adresses mail étudiantes, bien vous assurer, ne serait-ce qu'à la remise de diplôme, par exemple, d'avoir les bonnes coordonnées, c'est un bon moyen. Et peut-être aussi certainement de communiquer, pardon, je t'interromps Clémentine, mais c'est vraiment de communiquer auprès de vos étudiants avant
qu'ils ne sortent du circuit, enfin du circuit étudiant, j'ai envie de dire, mais sur l'importance, enfin éclairez-les sur vraiment le sens et l'importance de répondre à ces enquêtes. C'est aussi la vie de la certification qui en dépend. Et que s'ils ne répondent pas, eh bien, à terme, on peut se retrouver avec une certification qui devient une fiche inactive sur France Compétences. Et quelque part, c'est dommage parce que ça enterre, enfin, le mot est pas très joli, mais ça enterre leur titre. Donc voilà, il en va de la vie de cette certification, de sa pérennité. Donc, hyper important de communiquer dessus. Alors, je dis étudiant, mais c'est aussi apprenant. Enfin, en fait, c'est valable pour le RS comme pour le RNCP. Enfin, voilà, faut bien communiquer sur l'enjeu. Effectivement. D'ailleurs, la slide juste d'après, c'est vrai que j'en parle. Donc il y a, c'est comment booster le taux de réponse grâce à la pédagogie, hein, c'est ce que tu dis. Cas très concret d'un client qui s'appelle la Fédé, en fin de compte, certificateur de beaucoup de titres, qui, il y a 3 ans en arrière, ne sensibilisait pas forcément ses diplômés avant qu'on commence notre travail d'enquêteur. Du coup, on tournait autour, voilà, sans dévoiler les stats, on avait peu de retours, pas assez, en tout cas pour atteindre les 80%, ce qui est déjà très 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 bien, 80%. Et l'année d'après, on a mis en place juste ne serait-ce qu'un seul email envoyé à toute la base qui explique. Voilà, qu'est-ce que France Compétences, parce que c'est du charabia hein, pour eux. Qu'est-ce qu'un titre certifié, reconnu par l'État. En fait, on explique tout simplement. On n'en fait pas non plus 3 tonnes. On explique simplement les choses, qu'on a besoin de 80% de retour. Sinon, le titre n'est probablement plus reconnu par l'État. Voilà, on schématise un petit peu, on explique. Et en envoyant juste cet email, on a eu 18% de retour supplémentaires en utilisant le même process, les 3 emails, LinkedIn, téléphone. On a juste rajouté un email au-dessus. Et là, plus 18% de retour. C'est immense, sur des grosses bases de données. Donc, non, c'est vrai que ça vaut le coup de faire la pédagogie. La pédagogie, dès lors qu'ils sont étudiants. Si vous pouvez, quand ils sont étudiants, leur montrer des camemberts, des graphes sur qu'est-ce qu'ils deviendront normalement après leur certification, leur diplôme en poche. Donc, leur montrer que vous faites déjà aujourd'hui ce boulot de sondage et que en fait, à leur tour, quand ils seront diplômés, vous allez les sonder. Donc déjà, dès lors qu'ils sont étudiants, ils ont ça en tête. Et ensuite, lorsqu'il y a la remise des diplômes, souvent en plus, c'est 6 mois après l'obtention du diplôme. Parfait, ce que nous demande France Compétences, 6 mois après l'obtention du diplôme, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc un autre type, c'est il y a des écoles qui vont de façon assez barbare. C'est t'as ton diplôme si tu réponds à mon enquête. Oui. Bon. Mais là, je schématise, mais en fin de compte, l'idée là, c'est que si vous les avez sous le coude pour une remise de diplôme, voilà, balancez un QR code avec l'enquête parce qu'ils sont là, c'est toujours ça de prix en fin de compte. Donc, et puis leur demander aussi s'ils ont changé d'adresse email, mettre à jour votre base de données, etc. Ça, c'est important. Donc voilà les tips sur comment avoir plus de réponses. Et du coup, pardon, j'allais dire finalement la communication est une clé. Enfin, c'est une clé importante parce que c'est, enfin voilà, ça fait passer le message et ça prépare un petit peu le terrain. On a semé la graine sur l'importance de communiquer sur ce qui se passe après. On a une petite question, enfin une petite remarque de Stéphanie. Nous avons peu de certifiés ayant un compte LinkedIn, malheureusement, parce que c'est vrai que selon le métier ou en tout cas l'objet de la certification, on n'est pas sur des métiers avec des profils pro LinkedInables. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, comment on fait dans ces cas-là? On va peut-être du coup accentuer finalement sur le mail, le SMS et les coups de fil. Bien évidemment. En fait, LinkedIn... Il faut déjà savoir gérer comment mettre en place un bot, donc pas tout le monde sait le faire. Et quand bien même on met en place ce bot LinkedIn qui envoie automatiquement les messages, on a 10% de réponse. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc en fin de compte, cette étape, je vous rassure, elle n'est pas indispensable. Vraiment pas indispensable pour atteindre 70%, 80% de retour. Et le scrap, en plus, il n'est pas complet. Mais on n'a pas le salaire, typiquement, puis c'est pas très fiable. Donc c'est pas indispensable de se fier à LinkedIn. En fin de compte, dans ces moments-là, vous pouvez alors envoyer, il y a des outils qui envoient des campagnes d'SMS
en masse. Donc, au lieu d'envoyer des messages en masse sur LinkedIn, vous pouvez envoyer une campagne SMS en masse. Au lieu de le faire manuellement après le message vocal, etc. Si vous voulez gagner un peu de temps, vous pouvez commencer par une campagne SMS en masse avant d'appeler. Donc, c'est pour remplacer la phase LinkedIn, même si l'SMS brut de pomme marche pas non plus hyper bien, mais c'est sûr qu'on a un taux d'ouverture d'SMS qui est proche de 95%. J'ai vu cette stat en fait la semaine dernière. Et en fait, l'emailing, on est à 15, 20, 30% d'ouverture. Donc effectivement, quand on envoie 3 emails, voilà, c'est toujours bien, mais c'est vrai que le SMS, c'est aussi pertinent dans ces moments-là. Bon, parfait. Ok. Hop. Et donc, on a vu la méthode, on va dire, traditionnelle d'enquêteur. Là, je vais vous présenter notre deuxième activité qui est la plateforme Alumni. Là, on va parler, en fin de compte, d'automatisation de la récolte des données sur l'insertion professionnelle de vos diplômés. Donc, en fait, qu'est-ce qu'une plateforme Alumni? Donc, Alumni, pour rappel, c'est-à-dire ancien étudiant, ça prend jamais de S, c'est déjà au pluriel. En fait, sur cette plateforme Alumni de l'école ou du certificateur, il va y avoir tous les diplômés, tous les étudiants, tous les enseignants, tous les recruteurs partenaires qui gravitent autour de l'école, en fin de compte, tout le réseau de l'école. Et du coup, lorsqu'un étudiant se connecte, il a un questionnaire d'inscription qui est obligatoire. Donc, pour s'inscrire, il doit répondre à des questions. C'est la contrepartie. Donc, s'il va à un réseau professionnel, il va répondre à des questions et c'est ces questions qui vont nous permettre d'avoir pas mal de stats directement. Un inscrit égale une enquête complétée. Donc, l'étudiant, lui, lorsqu'il est encore à l'école, on va lui poser des questions sur l'avant-formation. Au moins, ça c'est fait, ce qu'on a vu dans le tableau, la partie grise. Que faisiez-vous avant? Est-ce que vous exerciez? Depuis combien de temps? Quel était votre salaire? Etc. On va lui poser pas mal de questions. Donc, l'étudiant qui s'inscrit, déjà, on a toutes les données. Quand il passe à l'UNI, hop, on lui envoie un autre questionnaire à 6 mois, lorsqu'il aura 12 mois ou 24 mois d'ancienneté. Et du coup, en fin de compte, on a pas mal de données qui sont automatisées sur ce type de plateforme. Et sans parler de questionnaire, en fin de compte, on peut aspirer toutes les données d'un profil. Parce qu'en fin de compte, une plateforme Alumni, c'est quoi? C'est un LinkedIn privé. J'aime pas trop le dire, mais c'est ça. Hein, c'est un LinkedIn privé aux écoles. C'est une preuve tangible pour les certificateurs que vous vous souciez de l'insertion professionnelle des étudiants. Parce que vous leur offrez un réseau professionnel, parce que sur ce réseau professionnel, il y a un job board, les anciens peuvent recruter ou être recrutés, donc déposer des offres d'emploi ou les consulter. Il y a aussi tous vos recruteurs partenaires, donc vous savez quel recruteur vient souvent sur la plateforme déposer des offres d'emploi. Et on parlait tout à l'heure de preuves du côté des entreprises. Et ben, typiquement, vous pouvez ensuite identifier ces fameux ambassadeurs, les entreprises qui reviennent tout le temps, mais aussi les alumni qui s'investissent beaucoup sur la plateforme. Mais en fin de compte, il y a tout un tas de données derrière une plateforme alumni. Du coup, cette plateforme, en général, elle est commandée par la direction communication des écoles parce que c'est une très belle vitrine pour une école, pour attirer les candidats. Regardez, on a un réseau, vous le voyez bien, hein, les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs l'ont compris depuis bien longtemps. Donc souvent, on a la responsable com, directrice com devant nous. Mais il y a aussi tout le pan de données où effectivement la qualité vient de se servir entre guillemets sur tous les profils, etc. Donc pour vous parler chiffres, derrière une plateforme Alumni, vous pouvez espérer avoir entre 30 à 40% de vos diplômés qui s'inscrivent, qui sont inscrits. Donc 30 à 40% des enquêtes complétées. Donc je vais dire 30 pour voilà sans mettre beaucoup d'efforts pour les faire revenir sur votre plateforme, vous pouvez déjà espérer avoir 30% de vos enquêtes complétées, en plus d'avoir cette preuve tangible qui sert aussi dans le renouvellement de votre titre, dans le dépôt de votre titre, de dire, en fin de compte, nous, on sonde nos diplômés sur ce qu'ils sont devenus, mais en plus de ça, on les aide à avoir une bonne insertion professionnelle. La preuve en est, on a un outil qui permet d'offrir un premier réseau, et peu importe de quel milieu on vient quand on est étudiant. Voilà, c'est l'équité des chances. Donc voilà la plateforme Alumni. Je sais plus ce que j'ai mis après comme slide. Hop, voilà. Les avantages. Voilà. Bon, les avantages. Pardon. Vas-y. Il y a forcément la question RGPD qui va venir. Je l'attends. Que je préfère l'anticiper. En fin de compte, donc du coup, quand vous allez sonder la méthode classique qu'on a vue juste avant, l'entonnoir, quand vous demandez à vos diplômés ce qu'ils sont devenus, vous êtes tout à fait en droit de les contacter.
Parce que c'est une obligation, vous, de la part de France Compétences, vous n'avez pas le choix, en fin de compte. Donc, vous avez le droit, et c'est là aussi où vous allez répondre au pilier de l'intérêt légitime du RGPD. Il y a plusieurs intérêts. Quand vous n'avez pas le consentement, alors il faut se reposer sur un des piliers cités par la loi, et il y a le pilier de l'intérêt légitime. En fait, il n'a pas grand-chose à y perdre, si ce n'est que à y gagner à répondre à cette enquête, parce qu'on parle de la reconnaissance de son titre. Donc, c'est là l'intérêt légitime. Donc, souvent, on se base sur ce pilier-là d'un point de vue RGPD. Et puis, de toute façon, la loi, le RGPD dit que, en fait, vous pouvez recontacter. Alors là, je vais donner les termes stricts du RGPD. Vous pouvez recontacter un client, donc votre étudiant apprenant, dans les mêmes finalités que ce pourquoi il vous a acheté. Donc, en fait, il vous a acheté pour une insertion professionnelle, pour une carrière, enfin, pour booster sa carrière. Donc, vous pouvez le recontacter pendant 3 ans sur cette finalité. Okay. Exactement. Donc, en fait, il n'y a pas de sujet RGPD sur les enquêtes d'insertion. Il y a un sujet RGPD quand vous voulez, en ce moment, pousser la taxe d'apprentissage. Voilà. Là, il y a un autre sujet. Mais du coup, mettre en place une plateforme alumni, c'est aussi un alumni inscrit, c'est des CGU, politique de confidentialité, c'est des règles du jeu acceptées, et du coup, c'est un alumni que vous pouvez recontacter, et là, pour la taxe d'apprentissage, pour plein d'autres choses. Donc, ça vous permet d'être en règle d'un point de vue RGPD si vous voulez les contacter pour plein d'autres sujets. Un autre avantage, c'est avoir jusqu'à 30% de récolte de données de façon complètement automatisée. On l'a dit, offrir un réseau professionnel à vos étudiants, donc la fameuse preuve aussi qui est utilisée pour Calliope, notamment. Donc souvent on nous contacte, est-ce qu'on peut mettre une plateforme alumni dans un mois, on a Calliope. Bon, on met ça rapidement, mais c'est vrai que c'est une preuve. Et puis c'est un outil aussi qui est fortement utilisé par la communication et les relations entreprises. Donc c'est un projet qui est souvent transversal. Le projet alumni, c'est un projet transversal qui sert pas qu'à vous, mais aussi à d'autres pôles dans les écoles. Ouais, totalement, c'est vraiment 360. Ouais. Voilà. Je vois qu'il est 56. On est au top. On est au top, question timing. Bon, enfin, vous l'aurez bien compris, en résumé, la valeur d'usage et le suivi de l'insertion pro, ce sont des éléments essentiels pour l'enregistrement et le renouvellement des certifications ORS et RNCP, mais pas que, parce que finalement, on parle des certifications enregistrées au répertoire, mais au-delà de ces dimensions, c'est tout établissement d'enseignement supérieur, il y a un vrai impact, un vrai suivi à offrir et donc à démontrer. Et en tous les cas, pour le sujet, j'ai envie de dire de l'insertion pro de manière générale, ça va permettre d'offrir un vrai suivi et de démontrer aussi la qualité et la pertinence des formations en France au regard justement de leur insertion professionnelle. Donc voilà, point hyper. Une question pour toi. Hop, j'arrive. Alors, volontairement, je vous mets sur la dernière page là mon adresse mail, mon numéro de téléphone et d'ailleurs, je n'hésiterai pas à te rerouter, Clémentine, les questions auxquelles potentiellement tu seras plus à même de répondre que moi, donc n'hésitez pas à les poser aussi. Alors Elisabeth, alors justement, Institut de formation continue pour adultes à Viganos, nous souhaitons préparer les apprenants à l'examen du CAP esthétique. Nous sommes déjà certifiés Calliope. Nous souhaiterions avoir la procédure pour l'ouverture d'une formation préparée. Ah oui, d'accord, ok. Quelles sont les démarches à effectuer? Alors là, on s'éloigne un petit peu de notre sujet pour le coup, mais alors là déjà, ce qu'il faudra faire dans un premier temps, c'est bien s'assurer que c'est une certification entre guillemets ouverte. Et qu'il n'y a pas de procédure particulière d'habilitation. Donc ça, si vous le souhaitez, pour le coup, on pourra le vérifier ensemble. Et ensuite, il faudra bien s'assurer que votre parcours de formation répond bien aux exigences du CAP, puisque, alors ça, c'est point important. Ok, c'est pas tout à fait dans le sujet du jour, mais pour autant, qu'il faut absolument garder à l'esprit. Quand on propose une formation, un parcours dit certifiant, eh bien, il faut absolument qu'à l'issue de la formation qui prépare une certification, eh bien, il y ait l'inscription à la certification et le passage des examens. Voilà. Donc ça, c'est et donc on peut pas prendre. Je dis pas du tout que c'est votre attention parce que pas du tout, mais j'en profite en fait. Je rebondis sur votre question, Elisabeth, pour aborder ce point de précision. Voilà, on ne peut pas
préparer un petit bout de CAP, éventuellement un bloc de compétences, mais voilà, c'est pas un petit bout, c'est vraiment soit tout un bloc de compétences, soit l'intégralité des blocs. Et donc, le candidat devra s'inscrire, faire toute la démarche d'inscription à l'examen et potentiellement de présentation aussi, parce que ne serait-ce que dans le cadre de Calliope, après, il va falloir faire le matching entre les stats, les résultantes, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on a formées, le nombre de personnes qui sont présentées à l'examen et le nombre de personnes qui l'ont réussi. Il faudra mettre en avant ces indicateurs. Voilà, donc à ces conditions, et après, il faut juste qu'on vérifie le point dont je parlais tout à l'heure, à savoir s'il y a ou pas, et si c'est le cas, quelle est la procédure d'habilitation pour pouvoir aller sur ce sujet. Mais voilà, si vous voulez, après en off, on peut évidemment se contacter pour creuser ensemble le sujet. Ah, super Clémentine, donc voilà, vous avez aussi une petite précision et avec le lien direct vers l'agenda de Clémentine pour prendre rendez-vous et avoir des explications peut-être plus approfondies, ou en tout cas peut-être même une démo carrément aussi de la plateforme. Donc super intéressant. Et ton adresse mail, merci beaucoup. Voilà, un contact plus que précieux. On est avec plaisir. du top dans les temps. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation active et les questions qui nous permettent nous aussi d'affiner les sujets potentiels de futurs webinaires. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à nous faire part des sujets qui vous intéressent. Un grand, grand merci Clémentine pour ta présence, tes explications précieuses et surtout toutes tes astuces, parce que voilà, c'est un beau partage que tu nous as fait là, un beau cadeau. Merci Claire pour l'invitation. Merci beaucoup. Et je vois qu'il y a 2-3 remerciements aussi dans le chat. Merci pour vos retours, ça fait plaisir. C'est top. Bon, on reste disponible. Très belle journée à tous. Bonne journée.